Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre invitation. Alors, je suis effectivement professeur émérite, dans l'autre sens, de diabétologie. Émérite, ça veut dire âgé, hein. Donc ayant une certaine expérience. Et je vais vous retracer à grands traits ce qu'est l'histoire du diabète de type 1, du diabète qu'on traite à l'insuline. Alors, le diabète est connu depuis très très longtemps. Hein, donc, là encore, avant Jésus-Christ, on retrouve des descriptions du diabète. Et le mot diabète veut dire traverser, passer à travers. Et pourquoi ? Parce qu'on constatait que ces patients avaient une soif intense et urinaient beaucoup. Ils mangeaient beaucoup, mais ils maigrissaient. Tout se passait comme si tout passait à travers. Alors, l'histoire de la médecine scientifique commence par une discipline qui est l'anatomie. Il va s'agir pour les médecins de l'époque, de trouver une corrélation entre des symptômes et un organe malade. Galien, ses premiers siècles, dit ces gens urinent sans arrêt, c'est une maladie du rein. Le diabète est une maladie du rein. Plus tard, on oublie ça et on dit mais ces gens mangent sans arrêt et finissent quand même par maigrir. Sûrement peuvent-ils pas absorber ce qu'ils mangent. C'est une maladie de l'estomac. Arrive Claude Bernard qui découvre et démontre la fonction glycogénique du foie. Le foie stocke le glucose, transforme en glycogène. Et donc c'est une maladie hépatique. D'autant que, piquant le 4e ventricule du lapin, il déclenche un diabète. Il dit donc que c'est une maladie du foie sous contrôle neurologique. Et il faut attendre 1889 pour que deux médecins de Strasbourg, Minkowski et von Meyrig, démontrent que c'est le pancréas. Quand on enlève le pancréas d'un chien, il devient diabétique. En France, à Montpellier, Emmanuel Hédon démontre la même chose. Emmanuel Hédon, c'est le grand-père de notre actuellement défenseur des droits, Claire Hédon. Bien, juste à l'époque, un histologiste allemand, Langerhans, voit que dans le pancréas, il y a des petits îlots. Et il décrit des îlots qui portent son nom, l'îlot de Langerhans, d'où viendra le nom d'insuline, produit par des îlots. À la même époque, dans mon hôpital à Salpêtrière, Jean-Martin Charcot cherche la localisation anatomique dans le cerveau de l'hystérie. Et d'ailleurs, il y a une unité qui regroupe les hystériques et les épileptiques. Parce qu'il pense que c'est des maladies voisines. Il ne trouvera pas. Hein. Alors, le grand tournant va être 1921. 1921, deux jeunes Canadiens, Banting, un chirurgien sans clientèle, et Best, un biochimiste, découvrent l'insuline, sécrétée par ces îlots. Et ils vont faire cadeau de leur découverte pour $1 symbolique à l'Université de Toronto. Ils pensent que l'insuline, c'est un bien mondial. Alors je vous laisse voyer l'évolution de la société, qui n'est pas que dans le progrès, mais aussi dans la régression, si vous pensez aux vaccins pour le Covid et à leur coût. En 1922, le premier enfant, Leonard Thompson, à Toronto, qui est en train de mourir d'un coma acidocétosique, est guéri, sort du coma grâce à l'insuline. Son cas va être reproduit, et donc on estime que c'est une preuve scientifique. Il n'y a pas besoin de faire une étude randomisée, comme pour le saut en parachute, effectivement, ou pour la greffe cardiaque. Je me rappelle de Cabrol me disant, en montrant un malade greffé, ce malade, je l'ai opéré le jour de sa mort. Il en va tout différemment du Covid, ce qu'avait oublié Didier Raoult, d'une maladie bénigne pour ceux qu'elle ne tue pas. C'est pas possible de démontrer l'efficacité seulement avec une charge virale. Alors, le diabète insulinodépendant, qui était une maladie subaiguë mortelle, comme le sida avant la trithérapie, devient une maladie chronique. Et le malade va devoir apprendre à se traiter tous les jours et à affronter la discrimination psychosociale. Jusqu'en 1953,
la fonction publique est interdite aux diabétiques. Jusqu'en 1963, les proviseurs des lycées peuvent mettre à la porte un enfant diabétique. Je me rappelle d'une de mes malades qui arrive en classe de 6e, elle me racontait, elle fait une hypoglycémie, le proviseur convoque les parents, ici c'est pas un hôpital, à la porte. 1941, le grand diabétologue américain Elliot Joslin publie un premier manuel d'éducation, et ce qui est significatif, c'est que ce manuel s'adresse aux patients et aux médecins généralistes. Le même manuel. Alors, à partir de là, ça va faire écho sûrement à votre spécialité, apparaît une grande controverse en France, qui va durer 40 ans, 1954 à 1993. Elle va séparer les diabétologues d'adultes et les pédiatres. Les diabétologues d'adultes, menés par Georges Chombrowski, qui est le chef de service de diabétologie de l'Hôtel-Dieu, sont convaincus, sur la base d'une série d'arguments expérimentaux, de suivi clinique, que les complications du diabète, la cécité, l'insuffisance rénale terminale, les amputations, sont dues à l'hyperglycémie. Leur niveau de preuve, si je fais référence à l'exposé de Christine Passerieux, n'est que de niveau B. Il n'y a pas d'études randomisées, c'est présomption scientifique. Ils prescrivent donc des régimes hypoglycémiques. On va supprimer les sucreries, on va limiter le pain et les féculents, 3 à 4 injections par jour, et le but, parce qu'à l'époque, ce qu'on mesure, c'est le sucre dans les urines, c'est surtout de ne pas avoir de sucre dans les urines. C'est-à-dire d'avoir une glycémie inférieure au seuil rénal du glucose, qui est de 1,80 g. En face, il va y avoir les pédiatres. Alors, il y a aussi les ayatollahs, parmi les diabétologues d'adultes. Je me rappelle d'un Chabanier qui prescrivait, par exemple, 187 grammes de cerises. Et une malade lui avait demandé, que j'avais vu après lui, lui avait demandé si c'était avec ou sans les noyaux. Et donc, c'était un obsessionnel qui demandait aux patients de se lever à 4 h du matin pour faire une injection d'insuline. Mais quand il est mort, on a eu la surprise de voir les patients, ceux qui avaient supporté sa relation, qui devait lui ressembler, un peu obsessionnel, ils n'avaient aucune complication. Ce qui, à l'époque, était absolument estomacant. Leur rétine était normale. Alors, les pédiatres, eux, menés par un jeune chef de clinique de l'époque, Henri Lestradé, qui a fait le voyage des USA. C'est un élève de Robert Debré, le grand Robert Debré. Debré le Grand, qui est à l'origine des CHU. Donc, ce jeune Lestradé, qui a été aux USA, a vu un grand tennisman, Bill Talbert, qui est diabétique, qui remplit des succès fantastiques en tennis et qui mange n'importe quoi, enfin, qui mange ce qu'il veut, les sucreries et compagnie. Et finalement, il estime que l'hyperglycémie n'explique pas tout. Je ne suis pas sûr que cette hyperglycémie est responsable des complications. Finalement, la part génétique est sûrement très importante. Et il pense qu'on peut équilibrer le diabète avec une seule piqûre, et pas 3 ou 4. Je vous rappelle qu'à l'époque, les aiguilles, c'était pas rien, qu'il fallait les stériliser. Ce n'était pas les aiguilles fines d'aujourd'hui. Qu'il est inutile d'interdire les sucreries et qu'il faut surtout éviter les hypoglycémies chez l'enfant, où l'enfant se met à convulser. Il faut donc qu'il y ait ce qu'ils appellent une croix de sucre dans les urines, dite glycosurie de sécurité. Alors ça va déboucher sur une scission. À l'époque, les diabétologues d'adultes, dont moi moins jeune à l'époque, pratiquent la médecine centrée sur la maladie. Il faut traiter l'hyperglycémie. Les pédiatres pratiquent une médecine centrée sur l'enfant. L'enfant ne peut pas se développer sans avoir un gâteau d'anniversaire, avec des amis, sans vivre normalement, etc. En 1954, de retour des USA, Henri Lestradé crée l'ADL, Association des diabétiques libérés, qui deviendra l'année suivante l'AJD, qui existe toujours, l'aide aux jeunes diabétiques, qui est une scission de l'Association française des diabétiques, avec 2 colonies de vacances. Et la première année, il y a d'un côté les colonies où on mange ce qu'on veut et on fait la nique, et puis de l'autre côté,
haricots verts et 4 piqûres par jour. Alors, les colonies de vacances de l'AJD sont l'école de la vie, celles de l'AFD sont l'école de la maladie. Alors là, c'est très violent, hein, ces polémiques. C'est l'époque où on crée des écoles avec des leaders. Les diabétologues d'adultes, nous, quand on voit des aveugles à l'âge de 30 ans, on les appelle les aveugles estradés. Et les enfants qui ont vécu les colonies de vacances de la JD, ils disent « Entre le diabète et la vie, j'ai choisi la vie ». Ce qui veut dire que pour eux, le diabète, c'est la mort. Alors, fin de la guerre. Grâce aux progrès biotechnologiques des années 80, on va disposer d'un marqueur de l'équilibre glycémique objectif, le dosage de l'hémoglobine sucrée, qu'on appelle l'hémoglobine A1C, qui reflète la glycémie moyenne des 2 mois précédant le prélèvement. On peut dire ce diabète est bien ou mal équilibré, c'est plus seulement des croix de sucre dans les urines. Le traitement va être allégé et va être plus précis grâce d'abord à la possibilité de mesurer par le malade ses glycémies au bout du doigt par une petite piqûre indolore. Donc, faire de l'automesure. Les aiguilles deviennent très fines, il y a des stylos, on peut faire des multiples injections sans grand problème dans la vie de tous les jours et hors dehors chez soi. Et la controverse va être tranchée par l'évidence-based medicine. Les Américains qui soignent très mal les diabétiques, on dirait comme des cochons, font une étude randomisée où ils vont comparer des diabétiques équilibrés comme ils feront chez eux, c'est-à-dire qu'une hémoglobine A1C dont je vous parle, 9%, 10%, et puis des diabétiques qu'on va chercher à normaliser. L'hémoglobine A1C, 6%, avec des consultations régulières, des infirmières, des psychologues, des nutritionnistes, on met le paquet. 1400 patients, 700 dans un groupe, 700 dans l'autre groupe. Et l'étude est programmée pour 10 ans, pour voir le taux des complications, sur des critères de jugement qui, encore une fois, ne sont pas des critères intermédiaires comme Didier Raoult, mais des critères solides. La rétinopathie, l'atteinte rénale, l'atteinte des nerfs. Au bout de 6 ans, il faut arrêter. Alors, les Français, vous connaissez le coq gaulois, Tchobrouski leur envoie une lettre. Arrêtez de dépenser des dollars pour savoir s'il faut traiter les patients, traitez-les. Bon, la lettre, je pense, a été à la poubelle, et cette étude a été fantastique, a donné plein de données. Elle a d'abord donné qu'il fallait arrêter l'étude au bout de 6 ans parce que c'était évident que l'hyperglycémie était responsable des complications du diabète. Donc l'étude a donné raison aux diabétologues d'adultes. Mais, entre-temps, était née l'éducation thérapeutique du patient, où là, les Européens ont joué un rôle essentiel, notamment à Genève, Jean-Philippe Assal. Et cette éducation thérapeutique du patient, elle donne raison aux pédiatres. Désormais, on peut adapter le traitement à la vie et non plus la vie au traitement. C'est ça qui va être... Et donc, c'est cette guerre qui a duré 40 ans avec des conséquences terribles pour les patients, dans les deux camps, va être dépassée, d'une part par l'évidence-based médecine, d'autre part par l'éducation thérapeutique du patient, grâce au progrès à la fois de la science et de la technologie. Alors, il y a 3 composantes dans l'évidence-based médecine. Sackett, dans McMaster, Ontario, qui est à l'origine du concept d'évidence-based médecine, dit devant tout problème thérapeutique, il faut se poser 3 questions avant de prendre une décision. Premièrement, que dit la littérature scientifique? Ce qu'a rappelé Christine. Quel est le niveau de preuve? Est-ce qu'il y a niveau maximum à au moins une étude randomisée, plusieurs études randomisées, des méta-analyses, ou au contraire des consensus d'experts, de cas cliniques, etc., niveau C, ou un niveau intermédiaire? Deuxième élément décisif, l'expertise du clinicien reposant sur son expérience et son jugement. Troisièmement, la prise en compte des particularités du patient. Son âge, son sexe, la plupart des études ont un taux d'ailleurs de personnes âgées très faible, d'enfants souvent inexistants, et en tout cas une prédominance masculine majeure. Ce qui fait qu'on donne la même dose
quel que soit le sexe, qui est sûrement, dans plein de maladies, une erreur. Donc âge, stade de développement de la maladie, réponse au traitement, effets secondaires, comorbidité, conditions psychosociales, culturelles, choix de vie, croyances. Alors à quoi servent les recommandations ? Les recommandations sont une synthèse de la littérature scientifique faite par des experts spécialistes de la maladie, par des médecins généralistes, par des méthodologistes, avec la participation des représentants des patients. Mais, je répète ce qu'a dit Christine Passerieux, il s'agit d'une synthèse datée, très vite dépassée aujourd'hui. Ça vous donne l'idée de la science à un moment donné, mais sortent des études en permanence. Alors, si je prends le diabète, elle vient de sortir une étude de l'HAS, celle d'avant, elle datait d'il y a 13 ans. Donc inapplicable. L'intelligence artificielle va apporter 2 éléments décisifs. Premièrement, une actualisation en continu de l'évidence de médecine. Et deuxièmement, grâce à l'IA générative, la possibilité de donner au patient une version profane adaptée à son cas. Donc aujourd'hui, les médecins doivent connaître les recommandations, mais les malades, c'est beaucoup plus difficile. Dans la consultation, il y a le médecin qui lui est censé connaître les recommandations, et puis il y a le patient qui a des questions et qui a lu, moi, sur Internet, un certain nombre de choses. Avec l'IA, je pense que le patient pourra arriver, avant ou après la consultation, à avoir des recommandations qui sont certes statistiques, certes moyennes, mais plus personnalisées. Alors, cette recommandation dit une vérité statistique pour un malade moyen, qui, comme ça a été dit, n'existe pas, qui répond à des critères d'inclusion, qui est volontaire pour participer à l'étude, bien différent de ce qu'est le patient dans la vraie vie, qui est beaucoup moins observant. Alors, Sackett expliquait ça, insistait sur ça. Il a fait des éditos dans le Lancet sur ça. Les recommandations ne sont pas des recettes à appliquer, mais des repères permettant de justifier l'individualisation. Donc, ce en quoi il faut faire attention à ce que ce ne soit pas la justice qui guide la pratique médicale, contrairement à ce qui a été montré, mais le médecin doit à tout moment pouvoir justifier pourquoi il n'applique pas la recette du malade moyen qui n'est pas son malade. Alors, autre chose, sont les RMO, il n'y a pas lieu d'eux, par contre, dans le corps médical, à lutter pour qu'elles soient complètement supprimées, alors que c'était évidemment, je crois, un vrai sujet. Il n'y a pas lieu d'eux, des pratiques déviantes. Alors, le problème de la non-observance, c'est un problème majeur dans les maladies chroniques. Du moins dans les maladies chroniques où le patient est actif pour appliquer son traitement. Alors, la définition, elle est claire. C'est la concordance entre ce que fait le patient et ce qui a été prescrit. Le critère, par contre, est discutable. Le critère qui est retenu, c'est, on dit que le malade est observant s'il achète 80% des médicaments prescrits. Alors vous dites pourquoi 80%? Dans le SIDA, c'est pas 80%, c'est au moins 90%. Acheter, ça ne veut pas dire avaler. Alors, néanmoins, avec ce critère, on répète que l'observance n'est que de 50%. Ce qui est une moyenne, pareil, statistique, tout à fait inexacte. D'une étude à l'autre, ça va de 30 à 80%. Par exemple, il y avait une étude française qui montrait que le traitement de l'asthme, le traitement de fond, n'était acheté que par 13% des patients. Donc la plupart des asthmatiques traitaient leur crise, mais ne prenaient pas le traitement de fond. Alors, comment améliorer l'observance? C'est un sujet majeur, au moins pour les diabétologues, différemment sûrement pour les cancérologues, mais aussi un problème majeur pour les psychiatres. Alors, on observe mieux ce qu'on comprend, ce qu'on a compris, ce qui est efficace, ce qui soulage. En gros, quand il y a de la douleur, les malades sont observants. Nous, dans le diabète, c'est la maladie du silence, il n'y a pas de douleur, pas de symptômes. Ce qui est bien supporté, pas d'effets secondaires. Ce qui est simple. Avant, on prescrivait les médicaments 30 minutes avant le repas, par un obsessionnel absolument infaisable. Ce qui est ritualisé, en même temps que. Ce qu'on vous rappelle. Ce qu'on décide soi-même. D'où la notion d'auto-observance ou de codécision. Alors, je vous donne un exemple d'auto-observance. J'ai suivi une malade qui est arrivée au stade grave de la maladie et qui avait été greffée à un pancréas.
elle fait un rejet de greffe, traité en urgence, elle récupère la fonction de son rein, mais que partiellement celle de son pancréas greffé. La voilà à nouveau diabétique. Donc elle, c'est une diabétique ancienne depuis l'enfance. Elle connaît la chanson, si je puis dire. Elle reprend aussitôt son traitement, ses contrôles de glycémie en se piquant au bout du doigt, ses injections multiples d'insuline. Mais pour le chirurgien transplanteur, si elle ne fait pas d'insuline, elle est dans la colonne succès de la greffe. Si elle fait dans l'insuline, elle est dans la colonne échec. Les chirurgiens, c'est bien connu, n'aiment pas les échecs. Donc, il dit à la malade, vous êtes une obsessionnelle, vous êtes une angoissée, je vous interdis de faire des injections d'insuline tous les jours, vous ferez 3 contrôles par semaine, et vous ne ferez de l'insuline que si vos glycémies sont au-dessus de 2 grammes. Je la vois donc en consultation, elle ne fait que 3 contrôles par semaine et pas d'insuline. Puis elle plonge la main dans son sac et dit, maintenant si vous voulez voir l'autre carnet, 6 contrôles par jour et insuline. Donc elle n'était pas observante de son chirurgien, elle était auto-observante et elle avait raison. En gros, elle soignait son chirurgien. Bon. Autre décision, l'exemple de décision médicale partagée, qui est l'exemple qui me paraît le plus merveilleux, est rapporté par Oliver Sacks dans Le neurologue américain, dans son livre « L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau ». Il raconte le cas de M. Ray. M. Ray est atteint de la maladie de Gilles de la Tourette. Gilles de la Tourette est neurologue de la Salpêtrière, élève de Charcot. C'est sa maladie des tiques. Vous savez, ces gens qui sont en permanence avec des tiques. Bon. Ces gens sont souvent très agréables, assez volontiers agressifs, vulgaires, mais ils ont une particularité, ils sont souvent très bons musiciens. Alors, M. Ray avait été vidé de son boulot plusieurs fois, sa femme avait voulu divorcer, enfin, c'était quelqu'un d'infernal. J'en termine. Mais c'était un batteur de jazz génial, qui faisait des improvisations fulgurantes. Il met M. Ray sous traitement, sous Aldol, et le voilà, collègue très agréable, mari prévenant, ayant une promotion, mais batteur de jazz, certes bon, mais enfin, c'est plus le même. Il n'y a plus d'improvisation géniale. Et ils vont prendre ensemble une décision médicale partagée. M. Ray prendra son Aldol pendant la semaine, et le week-end, il arrêtera l'Aldol et redeviendra Ray Gilles de la Tourette, batteur de jazz génial. Alors, améliorer l'observance grâce à l'éducation thérapeutique. L'éducation thérapeutique a 4 composantes. 1, c'est une personnalisation des traitements en s'appuyant sur les repères de l'évidence de la médecine. 2, c'est un transfert de compétences biomédicales et d'adaptation psychosociale aux patients. 3, c'est un accompagnement, une aide à la résilience avec des médiations importantes, ce qu'on pourrait appeler des soins de support. Et pour nous, les groupes de parole, l'art-thérapie, dont le théâtre du vécu que j'ai importé à la Pitié-Salpêtrière, et la pratique autant que possible de la décision médicale partagée. Alors, ça se fait grâce à un travail d'équipe avec participation de patients dits ressources. Tout ça nécessite du temps et des moyens. Et je vous remercie de votre attention.